Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. J'ai le plaisir de vous accueillir avec Arnaud Bensoussan, consultant pour le cabinet Oudart et Associés. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexandre. Nous sommes réunis aujourd'hui car j'aurais aimé échanger sur les hôpitaux et les prêts bancaires. Je vais vous poser tout d'abord une première question. Aujourd'hui, les hôpitaux peuvent-ils se passer des emprunts bancaires? Alors je crois que je vais revenir déjà à un chiffre clé. L'endettement des hôpitaux se situe à environ 30 milliards d'euros. Ces 30 milliards d'euros sont constitués principalement d'endettement bancaire. Donc non, aujourd'hui, les hôpitaux ne peuvent pas se passer du prêt auprès de leur banque. Et ce d'autant que les investissements sont récurrents dans le monde hospitalier, que ce soit les investissements immobiliers, les investissements en système d'information, sur les équipements matériels lourds, etc., etc. Et puis, il y a eu aussi un effet un peu boule de neige concernant les investissements avec la mise en place des fameux GHT, les groupements hospitaliers de territoire. Maintenant, on peut se poser la question de savoir si la seule voie de financement, le seul recours, c'est le prêt bancaire. Et je crois que là, Arnaud a quelques éléments de réponse. Alors effectivement, aujourd'hui, pour les entreprises, les banques prêtent environ 60% du total de l'endettement. C'était 70% il y a quelques années. Et les marchés financiers, apportent bien la différence, 40% de cet endettement. Pour les hôpitaux, on peut donc penser que, dans un certain nombre de cas, on peut recourir à côté ou à la place des prêts bancaires à des financements par le marché. Financement obligataire, des financements par ce qu'on appelle aujourd'hui le financement participatif, et des financements par exemple, pour des financements à court terme, des titres de créances négociables, puisque certains hôpitaux sont autorisés aujourd'hui à en émettre. Mais du coup, les hôpitaux sont-ils tenus de mettre en concurrence les banques? Là, tu touches un point sensible. On va dire les choses de manière assez claire. Les lobbies bancaires ont fait en sorte que les prêts échappent à toute forme de mise en concurrence. C'est ce que reprend de manière tout à fait précise et claire l'ordonnance du 23 juillet 2015, et on explique ça par le fait que ce sont des contrats qui doivent être conclus dans des délais restreints, qu'il faut prendre en considération le contexte économique, la volatilité des taux. D'ailleurs, je vous invite à lire la fiche de la Direction des affaires juridiques de Bercy sur ce point. Maintenant, ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est que souvent les hôpitaux vont s'affranchir d'une phase qui est essentielle lorsqu'on met en concurrence, à savoir une définition très précise des besoins. Et donc, ça va laisser la place, en quelque sorte, au produit qui va être proposé par la banque. L'hôpital ne va pas être acteur, mais en réalité va recevoir une offre qui prendra parfois la forme d'une forme de contrat d'adhésion. Alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de mettre les gens en concurrence qu'il faut s'abstenir de le faire. Outre la phase de définition des besoins que requiert un appel d'offres, en réalité, même si ce n'est pas un appel d'offres au sens du Code des marchés, on a une phase ensuite de réception des offres et d'analyse des offres qui va permettre d'affiner les besoins des hôpitaux et qui va permettre aussi de comparer sur une base comparable, puisqu'il y aura eu un appel d'offres, les réponses des différents établissements. Et c'est de cette façon-là qu'on va s'apercevoir quelles sont les propositions qui se rapprochent le plus des besoins exprimés, quelles sont éventuellement, parce que ça peut apparaître, les propositions qui, en complément de ce à quoi on s'attendait, vont apporter des éléments nouveaux. Et puis, la concurrence, en général, c'est un facteur de progrès. Et le fait que les gens soient en concurrence a tendance à faire que leurs propositions soient meilleures et moins chères. Dans les rapports contractuels, quelles sont les obligations des banques envers les hôpitaux? Les banques, elles n'ont pas des obligations contractuelles a priori envers les hôpitaux. Ce qu'il faut toujours garder présent à l'esprit, c'est que les banques, ce sont des fournisseurs d'argent, lorsqu'il s'agit pour elles de financer. Et donc, les rapports entre les emprunteurs et les prêteurs doivent se situer dans ce cadre normal d'une relation commerciale entre un client et un fournisseur. Les hôpitaux souhaitent obtenir des financements, les banques souhaitent en consentir, et c'est la rencontre entre cette offre et cette demande qui va permettre de définir les conditions et les modalités de recours à l'emprunt.
Par conséquent, il faut que les emprunteurs aillent voir leur banque comme ils iraient voir n'importe lequel de leurs fournisseurs, en essayant d'obtenir le meilleur produit au moindre coût. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cour de cassation a assez bien défini quelles obligations étaient à la charge du banquier prêteur, parce qu'il peut revêtir d'autres casquettes, alors ce n'est pas le sujet du jour, mais en tout cas en tant que banquier prêteur, qui ne sont pas finalement très différentes de ce qu'on peut attendre d'un co-contractant loyal dans toute autre matière. D'abord, il y a le devoir d'information. Le banquier doit une information loyale, suffisamment claire et sincère. Il y a un autre devoir qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est ce qu'on appelle le devoir de mise en garde. Mais attention, là c'est dans des cas assez particuliers. D'abord de risque de surendettement, ce qui est une hypothèse assez peu probable pour les établissements publics de santé, et aussi en considération du fait que l'emprunteur est un emprunteur dit profane, non averti. Et là aussi, ce n'est pas toujours facile à démontrer lorsque vous avez un hôpital avec un portefeuille de prêts tout à fait important, de plusieurs millions d'euros. Donc, comment faire valoir que dans ces conditions, il s'agit d'un emprunteur profane? Alors, on a pu développer ce type d'argumentaire, notamment lorsqu'il ne s'agissait pas de prêts classiques, mais des fameux prêts qu'on a appelés les prêts structurés ou les prêts toxiques. On a bien vu aussi les difficultés qu'on rencontrait pour faire comprendre cela aux magistrats. Puis il y a une dernière obligation qui est sujette à discussion, qui est l'obligation de conseil, le devoir de conseil. Traditionnellement, on considère qu'une telle obligation n'est pas à la charge du banquier, qu'il n'a pas non plus à s'ingérer dans les affaires de l'emprunteur, il n'a pas à juger de l'opportunité de telle opération d'investissement, par exemple. Maintenant, ce que nous soutenons, et ce que nous avons pu aussi soutenir dans le cadre de contentieux, c'est que si le banquier se place, lui, en position de conseil, c'est-à-dire qu'il sort de sa seule qualité de banquier prêteur, là, il devrait en tirer toute conséquence sur ses obligations vis-à-vis de l'emprunteur. Vous voyez, c'est quand même assez cadré et on comprend bien que ces obligations ne sont pas très différentes de celles de n'importe quel autre fournisseur. Quels sont les points de vigilance et comment le cabinet peut-il assister les hôpitaux? Alors, les points de vigilance, ils sont ceux, je dirais, classiques dans toute relation commerciale. Le premier point, c'est qu'il faut s'assurer que la proposition qui est sur la table correspond bien aux besoins qui ont été définis. Et c'est vrai que le banquier n'est pas le conseil du client, mais un banquier avec lequel on a des relations confiantes peut tout de même indiquer que certains paramètres de l'endettement pourraient être modifiés, notamment les profils d'amortissement, notamment si on doit recourir à un emprunt à taux variable ou un emprunt à taux fixe en fonction des conditions de marché au moment de la réalisation de l'opération, d'une part, et puis d'autre part, il faut que le banquier soit amené à accepter de négocier ce qui peut être normalement négocié dans le cadre de la conclusion d'un emprunt bancaire. Certaines clauses sont des clauses d'usage, elles s'imposent d'elles-mêmes parce qu'elles correspondent en fait à la pratique du marché bancaire. D'autres clauses sont susceptibles d'être négociées et le travail du cabinet qui accompagne l'emprunteur dans cette négociation, c'est justement de faire bouger les curseurs qui sont mobiles à l'intérieur de cette négociation pour obtenir que certaines clauses soient rééquilibrées, que d'autres clauses soient purement et simplement supprimées parce qu'elles imposent des contraintes non légitimes aux emprunteurs et pour éviter également que les contrats contiennent des dispositions qui mettent l'emprunteur sous la domination du prêteur. Oui, je crois que là, c'est un point essentiel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on ne peut pas reprendre la main. Il y a nécessairement une phase de négociation qui doit s'instaurer. On regarde aussi tout simplement d'une chose, c'est que les montants généralement empruntés sont extrêmement importants dans les hôpitaux. Donc, je crois que cette phase-là, elle ne doit pas être zappée par les directions en charge du suivi et de la conclusion de tels contrats.
Et ça pose une autre question, c'est la question de la formation au sein des hôpitaux de personnes dédiées à ce type de rapport avec les banques et à ce type de négociation. Parce qu'il faut non seulement une compétence financière, mais il faut aussi une compétence juridique, c'est aujourd'hui tout à fait indéniable. Il est vrai aussi qu'après l'épisode un peu sanglant des emprunts dits toxiques, il y a eu tout un mouvement de réglementation des emprunts. Aujourd'hui, un hôpital, grosso modo, il peut emprunter qu'à taux fixe ou des taux variables extrêmement classiques. Et par ailleurs, il y a un contrôle des tutelles sur le niveau d'endettement des hôpitaux qui fait que certains doivent préalablement demander l'autorisation pour pouvoir emprunter. Maintenant, cette tutelle ne suffit pas et je crois qu'il faut s'organiser en interne pour à la fois ne pas rater la phase de négociation, mais ne pas rater non plus la phase d'exécution. Parce qu'on s'aperçoit que très souvent manque cruellement le contrôle sur l'exécution de ce type de contrat, qu'on ne retrouve d'ailleurs quelquefois pas dans les archives de l'hôpital. Donc ça, vraiment, il faut être un acteur du lien contractuel avec son banquier, c'est tout à fait essentiel. Et là, on peut à la fois, bien sûr, intervenir quand ça se passe mal, en période de crise, mais je crois qu'on peut aussi aider les services à mettre en place une méthodologie. Et puis, je voudrais insister sur un point qui nous semble et qui nous est apparu tout à fait crucial dans les dossiers qu'on a pu suivre. On a souvent l'impression qu'un banquier et un emprunteur ne parlent pas la même langue. C'est-à-dire que l'hôpital lui-même ne perçoit pas les contraintes du banquier, qui sont réelles, et le banquier ne comprend pas le monde auquel il a affaire. C'est-à-dire le monde sanitaire, il y a des codes, il y a aussi, et on le sait bien, des contraintes extrêmement importantes. Et notre rôle aussi, c'est peut-être qu'ils parlent le même langage, pour avoir un accord qui soit équilibré. Encore une fois, et je reviens sur ce que disait Arnaud Bensoussan, ce n'est pas le monde de oui-oui, hein, c'est-à-dire que chacun poursuit son intérêt. Maintenant, il faut que chacun puisse défendre son intérêt avec ses propres armes. Et c'est ça que nous proposons. Alors, ce que tu dis est extrêmement important parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'une banque a un dossier de crédit sur sa table, en réalité, elle en a plusieurs. Et ses capacités de prêter ne sont pas illimitées. Elles sont, et aujourd'hui bien plus qu'hier, contraintes par toute une série de ratios prudentiels qui font que ce qu'elle est en mesure de prêter, c'est une denrée relativement rare, et par conséquent, elle va raisonner comme tout investisseur, elle va chercher quel est le prêt qui va lui rapporter le plus au moindre risque. Bien. Du coup, cet arbitrage qui est fait au niveau des directions des banques impose aux emprunteurs, et notamment aux emprunteurs comme les hôpitaux, qui ont relativement peu de contrepartie à donner à leurs banquiers puisqu'ils ne peuvent pas placer leur trésorerie à la banque. Les opérations de dérivés ou de gestion de trésorerie qu'ils peuvent confier à leur banque, c'est très limité en réalité. Ils n'ont pas ces contreparties et donc les conditions qu'ils peuvent obtenir, pour qu'elles soient les meilleures possibles, il est très important qu'elles arrivent à convaincre leurs interlocuteurs que les projets financés sont les bons, que ces projets sont des projets rentables et que, en quelque sorte, le projet remboursera l'emprunt sans difficulté, et enfin que la façon dont l'hôpital fonctionne peut être bien exposée, que les projections qu'on peut faire en termes d'endettement, en termes de cash flow sont des projections fiables, de façon à ce que la banque se dise « oui, ça c'est un bon projet que porte un emprunteur sérieux et donc j'ai envie de le financer ». Et donc, pour conclure d'une certaine manière, la mise en concurrence de nouveau est essentielle. Parce que n'avoir comme interlocuteur que la même banque, comme ça a pu se passer, et on sait ce que ça a pu produire, hein, et je pense en particulier aux relations très étroites qu'entretenait le monde hospitalier avec Dexia, je crois vraiment qu'il est nécessaire aujourd'hui de passer à une maturité dans les relations avec les banques et de le mettre en concurrence comme n'importe quel fournisseur. Merci Stéphanie, merci Arnaud de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci Alexandre. Merci Alexandre. À très bientôt dans Flash Droit et Santé. À très bientôt dans...